La Terre et Mars tournent autour du Soleil, mais avec des vitesses différentes. Quand on y va sur Mars, la Terre et Mars se trouvent à une certaine distance, mais après, ils s'éloignent. Et donc, il faut attendre une fenêtre favorable pour revenir sur Mars. Et ça se présente en gros tous les 2 ans. Donc, il faut passer quand même un bon moment autour de Mars, pour les astronautes. C'est assez compliqué et je ne pense pas que ça se fera aussitôt. Ouais, du coup, ça veut dire qu'il faut prendre en compte le temps pour y aller, donc quelques mois. Il faut compter 2 ans sur place pour avoir une fenêtre. Oui, en gros, pas toujours 2 mois, ça dépend un peu de la distance à cette époque-là, mais plusieurs mois en tout cas. Plusieurs mois. Plusieurs mois. Ce qui veut aussi dire que si jamais il y a un imprévu, un problème, qu'on ne peut pas envoyer de secours avant 2 ans. Absolument. Et c'est pour ça que dans les projets actuels de la NASA, je ne connais pas les projets d'Elon Musk, s'il a vraiment véritablement des projets, mais la NASA, depuis des décennies, elle a développé des projets de ce genre. Et la logique actuelle veut qu'avant même d'envoyer des astronautes sur Mars, il faudra déjà envoyer et installer, poser à la surface de Mars, tous les modules nécessaires pour la survie des astronautes. Ce n'est pas les astronautes qui vont amener tout ce qu'il leur faut. Tout ça, ce sera amené posé à la surface de Mars avant. Il sera testé pour savoir que tout fonctionne bien. Peut-être qu'on va envoyer même en double tout ce qu'il faut. Et c'est seulement après qu'on va envoyer des astronautes pour être sûr qu'ils auront sur place tout ce qu'il faut s'il y a un problème, même en double exemplaire. Ok. Alors, donc là, pour l'instant, on se projette sur Mars, mais il y en a qui se projettent même beaucoup plus loin. On a parlé tout à l'heure de science-fiction. Il y en a qui s'imaginent déjà voyager au travers la galaxie sur d'autres systèmes. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est possible avec les technologies actuelles? Avec les technologies actuelles, ce n'est pas possible. La technologie actuelle qu'on utilise pour nous déplacer dans le système solaire, c'est essentiellement les fusées et qui sont propulsés par... D'abord, qu'est-ce que c'est une fusée, en fait? Bon, on pense tous savoir. Une fusée, c'est quelque chose qui transporte déjà une source d'énergie et son combustible, tout ce qu'il faut, parce que la fusée opère sur l'idée qu'on projette quelque chose en arrière, et le simple fait de projeter quelque chose en arrière nous pousse devant. Par action-réaction. C'est le principe action-réaction de Newton, qui fonctionne très bien. Alors, ce qu'on projette en arrière, c'est quelque chose qui doit sortir à grande vitesse, parce que plus la vitesse qu'on le projette en arrière est élevée, plus notre vitesse devant sera grande. Oui. Donc, notre vitesse, ça dépend de la vitesse de ce qui part en arrière et de la masse. Il faut éjecter le plus de masse possible. Et pour que ça parte en arrière très vite, il faut l'échauffer. C'est ce qu'on fait avec le combustible. L'échauffer à grande vitesse, donc il essaye de sortir très rapidement par le pot d'échappement. Et voilà, ça nous pousse devant. Donc une vitesse, en plus de la charge utile, qui sont les différents appareils, etc., a son propre combustible. Ce n'est pas comme quand vous êtes sur Terre, par exemple, vous voulez faire un voyage Paris-Vladivostok, vous savez qu'il y aura des pompes à essence. Dans l'espace, il n'y a pas de pompes à essence, donc une fusée doit transporter tous les combustibles. Et pas seulement les combustibles pour aller vite et arriver sur la Lune ou sur Mars, il faut aussi avoir les combustibles pour revenir. Oui. Et ça pose un gros problème quand on va discuter les voyages intersidéraux comme interstellaires. Pourquoi? Parce que déjà, il faut transporter d'énormes quantités de combustible. Si on veut y aller quelque part et revenir, on ne peut pas miser sur une pompe à essence là-bas. Ensuite, c'est la vitesse. Les vitesses qu'on obtient avec le combustible actuel, c'est-à-dire avec la propulsion chimique, sont très faibles. Ce sont l'ordre de quelques kilomètres par seconde. Un kilomètre par seconde, c'est de quelques dizaines de milliers de kilomètres par heure. En gros, un avion va, disons, à 1000 km/h. Une fusée va à 36, 40, 60 000 km/h. Et le problème avec les voyages interstellaires, c'est les énormes distances. Dans les systèmes solaires, les distances sont relativement proches. Ils ne sont pas très proches quand même, parce qu'on a dit pour aller sur Mars, il faut 9 mois. Oui. Pour aller plus loin, sur Jupiter ou Saturne, il faut plusieurs années.
On l'a fait déjà ça, on a envoyé des sondes. Mais chaque fois, la mission, depuis le lancement jusqu'au moment d'arrivée, durait plusieurs années, 5 ans, 10 ans, pour aller sur Saturne et plus loin. Et puis, les objets les plus lointains qu'on n'a jamais envoyés dans les systèmes solaires, maintenant sont à peu près au bord du système solaire, c'est les sondes Voyager des années 70. Ils ont été lancés pour faire une tour du système solaire externe. Et une fois sur leur lancée, ils ont fini l'exploration, ils ont continué et maintenant ils se trouvent à une distance qui est 100 fois la distance Terre-Soleil. La distance Terre-Soleil, on l'a 150 millions de kilomètres, on l'appelle unité astronomique. Donc là, ils sont à 100 unités astronomiques à peu près. Okay. Ils ont mis 50 ans pratiquement pour faire cette distance-là, 100 unités astronomiques. Là, la sonde fait toujours partie du système solaire ou elle a officiellement quitté le système solaire? Alors, il fait toujours partie du système solaire sur le plan. Il n'a pas quitté le système solaire parce que le système solaire, il s'étale beaucoup, beaucoup plus loin. On dit souvent, vous allez voir, que ces sondes ont arrivé au bord de l'héliosphère. C'est quoi l'héliosphère? L'héliosphère, qui s'étale jusqu'à 100 unités astronomiques environ, c'est la limite où se trouve le vent solaire. Le Soleil émet des particules. On appelle ça les vents solaires dans toutes les directions. Et ces particules se propagent, mais à un moment, ils rencontrent les milieux interstellaires. Entre les étoiles, il y a du gaz, très raréfié. Mais il y a quand même du gaz. Et quand on est près du Soleil, le vent solaire est assez fort, assez intense, donc il repousse tout ça très loin. Mais comme son intensité décroît avec le carré de la distance, il arrive un moment où les deux s'équilibrent. Ouais. Et ça, on l'appelle le bord de l'héliosphère, et c'est là où se trouvent nos appareils maintenant, au bord de l'héliosphère. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres objets du système solaire. Bon, à cette distance, il n'y a pas de planètes. Les planètes, c'est fini. Mais il y a d'autres objets plus petits, des astéroïdes. Il y a un énorme nuage d'astéroïdes qui contient, on évalue ça à 1 trillion d'objets. 1 trillion d'objets, c'est 10 fois plus que les étoiles de la galaxie. Il y a autour du Soleil, étalé sur quelques milliers, dizaines de milliers d'unités astronomiques, un énorme nuage qu'on appelle le nuage de Oort. Jan Oort, c'était un astronome hollandais qui a découvert ça dans les années 30. Et cet énorme nuage s'étale jusqu'à environ 100 000 unités astronomiques. C'est beaucoup, beaucoup plus loin que les sondes Pioneer sont arrivées. Alors maintenant, pour arriver à l'étoile la plus proche, la distance, c'est 270 000 unités astronomiques. C'est encore 3 ou 4 fois plus loin que le bord du nuage de Oort. Donc, les distances interstellaires sont énormes, littéralement. Oui. Et c'est ça qui rend toute entreprise d'atteindre ces étoiles très, très difficile pour nous, avec nos technologies actuelles. Si on laissait les sondes Voyager continuer sur leur lancée, ils trouveraient une étoile au bout de 60 000 ans ou quelque chose comme ça, avec les vitesses actuelles. Donc, c'est hors de question. D'accord. Donc, non seulement, donc là, si je comprends bien, non seulement avec nos technologies actuelles, il faudrait 60 000 ans pour aller ne serait-ce qu'à l'étoile la plus proche, mais en plus, on aurait... Sans retour, sans moyen de redécoller. Et il faudrait qu'on puisse embarquer, ne serait-ce que pour faire le trajet aller, une quantité de carburant astronomique. Oui, si on voulait diriger Mais là, ils sont sur leur lancée, ils ne sont pas propulsés, ils sont sur leur lancée. Ils avaient des carburants au départ pour faire le tour du système solaire. Mais après, ils sont sur leur lancée, il n'y a pas de friction dans l'espace, ils ne sont pas arrêtés. Donc, ils continuent sur leur lancée, mais ils ne se dirigent pas sur un endroit spécifique. Ils se baladent, ils font une petite balade. Et pour l'instant, ce qui est pas mal, c'est que leur antenne de transmission radio, ils fonctionnent toujours. Donc la NASA reçoit toujours des signaux et on peut mesurer, par exemple, la densité du milieu interstellaire, enfin les propriétés physiques à l'endroit où il se trouve, ce qui n'est pas mal. OK. Du coup, par rapport au voyage interstellaire, est-ce qu'on a des pistes d'autres sources de carburant, d'autres types de moteurs qui sont intéressants? Oui, depuis longtemps, bien sûr, les gens se sont penchés sur cette question.
Et à nouveau, les idées se sont surtout développées dans les années 60 et 70. Pour la même raison, pour la raison qu'on vient de dire. On a dit que dans les années 60, c'était les débuts de l'exploration spatiale, et dans très peu de temps, on a été capable de maîtriser 3 choses qui étaient déterminantes. La première, c'était la technique des fusées, qui a été développée. Vous savez, un des philosophes de l'Antiquité grecque, Héraclite, disait que c'est la guerre qui est le père de toutes choses. Et il est vrai que dans la période de guerre, en général, il y a eu beaucoup d'innovations technologiques. La technologie s'est énormément développée, malheureusement, pour détruire des choses et faire la guerre. Et en particulier, c'était le cas à la Deuxième Guerre mondiale. Dans très peu de temps, on a développé les systèmes de fusées. C'était von Braun dans l'Allemagne nazie, les fameuses fusées V2. On a développé l'énergie nucléaire, à nouveau pour la guerre, les bombes Hiroshima-Nagasaki. Là, c'était la fission nucléaire, c'est-à-dire des noyaux lourds comme l'uranium ou le plutonium qui subissaient une fission artificielle, pas naturelle, et se cassaient en petits morceaux. Et lors de cette transformation, il y avait une quantité d'énergie qui était libérée. Un peu plus tard, ils ont poursuivi dans cette direction, les Américains, mais les Soviétiques aussi, et ils ont développé des bombes à fusion. Fusion thermonucléaire, c'est les processus opposés. Au lieu de casser des noyaux lourds, on fait fusionner des noyaux très légers, des noyaux d'hydrogène ou du deutérium, et ça dégage encore plus d'énergie. Et puis, le troisième truc qui a été développé lors de la Deuxième Guerre mondiale, c'était les ordinateurs, la technologie des ordinateurs, à commencer par Turing pour résoudre les codes, décoder les codes Enigma des Allemands. Donc, ces 3 choses qu'on a pu maîtriser dans les années 50 ont joué un rôle déterminant. On pensait que tout irait un peu avec le même rythme, c'est-à-dire comme on est allé très rapidement sur la Lune après tout. Ouais. Entre 1957, où il y a eu Sputnik, le premier satellite artificiel. 4 ans plus tard, il y a eu Gagarin, le premier homme à sortir dans l'espace. Et 8 ans plus tard, 1968, on est allé sur la Lune. On pensait donc à l'époque que dans très peu, ça continuerait comme ça. Von Braun avait déjà des projets pour envoyer des astronautes sur Mars. Des projets étaient très développés dans les années 60. Mais on n'est pas sur Mars encore. Après, on s'est rendu compte que tout ça a été fait très rapidement, simplement en raison de la compétition dans le cadre de la guerre froide. Donc, c'était vraiment pas quelque chose dans l'ordre naturel des choses. Et depuis, on reste toujours scotché à 400 km depuis de la Terre. C'est là où se trouve la Station spatiale internationale. On ne va pas plus haut. 400 km, c'est rien. C'est la distance Paris-Lyon à la verticale. Ouais. Et la Lune se trouve à 400 000 km, 1000 fois plus loin. Mais on n'est pas retourné depuis... D'ailleurs, comment ça se fait qu'on n'y est pas retourné? J'ouvre une petite parenthèse, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui pensent qu'on n'est pas allé sur la Lune. L'une des preuves serait qu'en fait, on n'y serait jamais retourné, justement, parce que c'est technologiquement impossible. Oui, mais oui, c'est vrai, quand vous regardez sur Internet maintenant, vous pouvez trouver pas mal de sites qui racontent ce genre de choses. Non, on a des preuves qu'on est allé sur la Lune. Une de ces preuves, c'est les pierres lunaires, les matériaux lunaires qui ont été retournés à la fois par les Américains. Ils ont retourné les 6 missions Apollo, ils ont retourné environ 300 kilos de matière lunaire, la moitié a été gardée par la NASA et l'autre moitié a été distribuée sur plein de laboratoires un peu partout sur Terre pour les analyser. Et ces matériaux, ces propriétés, c'est des matériaux qui n'existent pas sur Terre. Ouais. Donc on sait que ça vient de la Lune et ça nous apprend plein de choses sur l'histoire de la Lune. Pas seulement les Américains, les Soviétiques aussi ont fait retourner des matériaux. Les Soviétiques n'ont pas pu envoyer des astronautes, des cosmonautes sur la Lune, mais ils ont envoyé des sondes qui sont retournées sur Terre, des sondes qui ont pris de petits échantillons. Au total, je crois que c'est quelques centaines de grammes. Ce n'est même pas 1 kilogramme. C'est très petit. Ouais.
Mais c'était les capacités qu'ils avaient à l'époque. Mais en tout cas, les soviétiques aussi ont retourné. Donc, on a des preuves. Et maintenant, les derniers, c'était les Chinois quand même. Depuis quelques années, ils ont envoyé des sondes qui ont aussi retourné des matériaux lunaires. Donc, on sait que les Américains ont envoyé des astronautes sur la Lune. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, du coup, pour revenir là sur notre question, donc, on parlait de la technologie qu'il faut pour pouvoir aller sur d'autres astres. Donc, là, pour l'instant, en fait, la plupart enfin, même la quasi-totalité hein, des fusées qu'on utilise utilisent le principe d'action-réaction avec de l'ergol, donc des fois liquide, des fois solide, le carburant pour les fusées. Donc, on a vu que ces technologies étaient quand même assez limitées. Ça nous permettait d'aller sur la Lune, éventuellement sur d'autres planètes du système solaire, mais du coup on se retrouve un peu limité pour pouvoir aller au-delà. On est très limité, on ne peut pas aller de cette manière. Mais même avec les technologies qu'on pouvait imaginer, parce que la fission de l'uranium, du plutonium, et même la fusion des éléments légers, les isotopes de l'hydrogène et de l'hélium, ils sont beaucoup plus performants, ça c'est sûr. Okay. Juste pour donner une idée, chaque fois qu'on brûle quelque chose, ce qu'on fait, c'est on récupère de l'énergie en transformant une partie de la masse de ce qu'on brûle en énergie. Depuis Einstein, on sait que énergie égale masse fois la vitesse de la lumière au carré. Donc une petite quantité de masse peut produire beaucoup d'énergie. La question, c'est quelle fraction de la masse est transformée en énergie? Quand on utilise l'énergie chimique, quand on brûle le charbon par exemple, ou même les ergols que vous venez d'imaginer, c'est une toute petite fraction de la masse. On ne se rend pas compte. On a l'impression que quand on brûle quelque chose, si on compte, si on le pèse avant et après, c'est pratiquement la même masse. Mais c'est parce que la différence, c'est de l'ordre du milliardième. Quelques milliardièmes, on transforme en énergie. C'est pour ça que pendant longtemps, on croyait que la masse est conservée pendant ce processus de combustion chimique. Mais ce n'est pas vrai, c'est seulement que la quantité de masse transformée était tellement faible qu'on ne pouvait pas la mesurer. Alors maintenant, quand on brûle de la matière, pas chimiquement, mais nucléairement, c'est-à-dire quand il y a des réactions nucléaires, de la fission, on transforme une quantité de masse beaucoup plus grande que dans les cas de chimique. 1 millième, un peu moins d'1 millième. Ouais. Ce n'est pas beaucoup, encore. Ce n'est pas toute la masse. Mais c'est beaucoup, beaucoup plus. Donc c'est 1 million de fois plus, ou quelques millions de fois plus que l'efficacité de réactions chimiques. Ouais. Et c'est pour ça que la bombe de Hiroshima a été beaucoup plus efficace que... La bombe de Hiroshima, sa puissance était de l'ordre de 20 kilotonnes. Kilotonnes de quoi? 20 milliers de tonnes, en gros. 20 milliers de tonnes, donc 20 millions de kilos de trinitotoluol. C'est les combustibles chimiques qu'on utilise dans l'explosif, les TNT. OK. 20 millions de kilos. Mais la bombe utilisait 5 kilos d'uranium. Vous voyez, c'était une bombe qui utilisait 5 kilos, qui produisait autant d'énergie que 20 millions de kilos d'un explosif classique, qui est une combustion chimique. Donc vous voyez la différence entre l'efficacité de l'énergie nucléaire et l'énergie chimique. Et c'est pareil avec la fusion, qui est encore 10 fois plus efficace que la fission. Le problème avec la fusion thermonucléaire, c'est que pour l'instant, on ne la maîtrise pas. C'est-à-dire, autant la fission, on la maîtrise, on a des réacteurs nucléaires qu'on utilise en France pour récupérer l'énergie de l'uranium. On n'a pas de réacteurs à fusion thermonucléaire. On n'a que des bombes, pour l'instant. Pourquoi c'est à ce point plus difficile de faire un réacteur à thermonucléaire, oui. à fusion thermonucléaire? Le problème, c'est que la fusion nécessite des températures énormes, de rapprocher les noyaux. La fusion, d'ailleurs, les réactions de fusion sont celles qui opèrent au cœur du Soleil et des étoiles. Mais le Soleil et les étoiles sont capables de comprimer, ils ont une énorme masse et sont capables de comprimer leur intérieur à des températures très élevées. Et qu'est-ce qui se passe quand la température est très élevée? Des dizaines de millions de degrés. Oui. Alors, ça veut dire que les particules, les noyaux vont très très vite.
Et comme ça, ils sont capables de surmonter les répulsions électrostatiques. Alors, les noyaux sont chargés électriquement, ils ont la même charge positive. Donc, quand vous mettez un proton avec un autre proton, vous essayez de les mettre ensemble, de fusionner, mais ils résistent un peu, puisqu'ils se repoussent mutuellement. Ouais. Sauf si vous les obligez à se projeter en grande vitesse. Si c'est à grande vitesse, ils arrivent à collisionner. Il faut des vitesses très grandes. Et comment ça fonctionne une bombe thermonucléaire? On les oblige à aller très vite en faisant exploser d'abord une bombe à fission. Eh oui, une bombe thermonucléaire, c'est d'abord une bombe à fission qui explose. Au cœur de l'explosion, il y a une température de 100 millions de degrés. 100 millions de degrés, c'est 6-7 fois plus élevé que la température au cœur du Soleil. Et à cette température-là, donc, les noyaux d'hydrogène, les noyaux légers dans la bombe à fusion, peuvent effectivement surmonter les répulsions.